Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Le plan régional pour une alimentation locale, durable et solidaire vient d'être adopté par la région Île-de-France. Sa vice-présidente Alexandra Dublanche nous en présentera les grandes lignes juste après ces titres. Faut-il ressortir des placards une écotaxe poids lourd abandonnée en 2014 après la grogne des bonnets rouges? Elle réapparaît dans la loi climat et résilience. Son retour est aussi réclamé par un groupe d'élus du département de l'Essonne. Son président, François Durovray, en débattra avec Pauline Martin, qui est déléguée Île-de-France de la Fédération nationale du transport routier. Et puis dans Smart Ideas, c'est un supermarché où tout est gratuit que je vous propose de découvrir, ou quand la société Smigval Market réinvente le troc et développe l'économie solidaire. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Alexandra Dublanche, bienvenue. Bonjour, vous êtes donc la vice-présidente de la région Île-de-France en charge du développement économique, de l'attractivité de l'agriculture et de la ruralité. Et la région mobilise 1 milliard d'euros d'ici 2030 pour ce plan régional d'alimentation. C'est quoi le premier mot qui vous vient en tête? Relocalisation, votre objectif c'est de relocaliser l'alimentation francilienne? De relocaliser l'assiette des Franciliens. Effectivement, on oublie souvent que la région Île-de-France est une grande région agricole. Il y a à peu près la moitié de la surface de la région qui est agricole. Et donc, on a d'un côté 5000 exploitants agricoles qui cultivent nos terres, et de l'autre, on a 12 millions de Franciliens qui doivent manger 3 fois par jour. Et donc, on essaye de se faire rencontrer ces demandes, puisqu'on a des consommateurs qui veulent beaucoup plus de local, et encore plus avec la crise qu'on traverse. On a vu un retour au circuit court, au manger local, avec aussi des produits à plus faible impact carbone. Et de l'autre, on a des agriculteurs qui ont besoin de se diversifier, puisque à la base, on est quand même une terre céréalière, l'Île-de-France. Et donc, comment on fait se rencontrer l'offre et la demande? Et donc, la région essaye d'organiser cette rencontre. Alors, on va rentrer dans le détail. Quelques chiffres. Vous avez dit 12 millions d'habitants, 5000 agriculteurs, 27 millions de repas distribués chaque année aux lycéens. On va commencer par se focus sur les lycéens. Vous souhaitez qu'ils mangent de plus en plus local, on l'a compris, de plus en plus bio aussi? Oui. Alors, on s'est fixé un objectif avec Valérie Pécresse, c'est d'ici 2024, 100% des lycées franciliens approvisionnés en produits locaux, dont 50% de bio. Donc, ça demande énormément d'efforts. C'est pas si simple que ça. Il y a des marchés publics à organiser. Ouais. Il faut créer aussi des plateformes de transformation, puisqu'un produit qui arrive d'un agriculteur, il n'arrive pas de la même façon que d'un intermédiaire. Ouais. Donc, il faut le transformer, il faut le préparer, il faut le conditionner sur le format, ou bien le transformer directement dans les cantines. Donc ça, vous créez des plateformes d'approvisionnement et de transformation, c'est ça? Tout à fait. Par exemple, on vient de financer en Seine-et-Marne une plateforme de transformation. On y a mis 4 millions du côté de la région. On le fait avec le département pour approvisionner tous les lycées seine-et-marnais et les collèges, ainsi que le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis, donc l'Est parisien. Et donc là, on a l'objectif de faire la même chose à l'Ouest et de financer ces initiatives comme ça. Donc ça va transformer les produits des agriculteurs locaux pour ensuite les diriger vers les lycées. Mais ça veut dire, vous avez un peu répondu à la question en parlant de l'industrie, de l'agriculture céréalière qui est évidemment très présente en Île-de-France, mais ça veut dire que ça peut venir de très loin aujourd'hui, ce que les aliments que mangent les lycéens, les collégiens. Oui, et c'est pour ça qu'il faut se méfier du bio, parce que nous, on ne veut pas du bio qui vient de l'autre bout du monde. Donc la priorité, comme vous l'avez compris, c'est d'abord du local, et ensuite, effectivement, dont 50% de bio. Et il y a aussi quelque chose qui est très important pour nous, c'est que ça soit accessible à tous. Il ne faut pas que ce bio, ce local, soit accessible à une élite qui en aurait les moyens. Donc, par exemple, dans les lycées, évidemment qu'on finance une augmentation par repas, du coup financé par la région pour que les lycées puissent proposer du local. Mais ça coûtera quand même un peu plus cher. Ça coûte plus cher pour Oui, mais pour proposer un produit bio, ça coûte plus cher. Nous, on finance cela via la région. Et puis après, on a une importance aussi dans notre plan régional alimentation, que ça soit accessible à tous. Typiquement, pendant la crise, on avait des agriculteurs qui avaient des surplus parce que les restaurants étaient fermés, les marchés étaient fermés. Et de l'autre côté, on a des associations alimentaires, Restos du Cœur, Croix-Rouge, etc., qui ont des besoins exponentiels. Et donc, on a attribué 1 million d'euros à ces associations humanitaires pour qu'elles achètent local, pour que vraiment tout le monde, même les plus démunis, puissent accéder à ces produits locaux. Alors, vous parmi les promesses, les garanties, vous dites un site de production agricole à 20 minutes du domicile. Tout à fait. Donc ça, c'est la promesse. Oui. Et puis, alors, il y a la mise en œuvre. Comment vous y arrivez ?
Alors, effectivement, on s'est fixé l'objectif d'une Île-de-France comestible. Donc, 20 minutes à pied en transport, ça peut être des fermes urbaines, du maraîchage, des jardins partagés, c'est très varié. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on aide côté producteurs, par exemple, des nouveaux circuits de distribution. On l'a beaucoup fait aussi pendant la crise. Les agriculteurs ont mis en place des nouveaux circuits de distribution, de vente à la ferme, mais un peu artisanaux. Et donc là, ils veulent le pérenniser. Donc, on avait prévu 1 million d'euros d'ailleurs pour financer cela. Finalement, ça a été 3 millions d'euros, ce qui avait une demande énorme. Donc, on aide côté producteur à pérenniser ces circuits courts de distribution. Et après, on agit côté consommateur en valorisant les produits locaux. Donc, on a créé une marque produit en Île-de-France et on crée des filières qui sont encore trop peu connues. Bovin d'Île-de-France, agneau d'Île-de-France, le pain francilien, qui soit de A à Z francilien. Et donc, on met en valeur côté consommateur ces produits. Pourquoi vous dites que ce n'est pas encore assez connu? Parce que ça existe depuis combien de temps? C'est un logo, c'est une marque en quelque sorte. Alors la marque, elle existe depuis 3 ans. Oui. 3 ans, oui, c'est ça. Et donc voilà, maintenant on veut la faire grandir. Donc dans le plan régional alimentation, on se fixe des objectifs d'augmentation d'adhérents à la marque. Il faut aussi unifier parce qu'il y a beaucoup de petites marques. Les artisans mettent une tour Eiffel, des choses comme ça. Nous, on veut unifier pour que ça soit plus visible. Et donc, on veut faire croître cette marque. Et, par exemple, il y a du quinoa francilien. Est-ce que les gens le savent? Je ne suis pas sûre. Donc, on essaie de pousser ça. Oui, effectivement. Mais ça c'est un peu la même problématique que pour le Made in France. Est-ce que c'est vraiment du produit en Île-de-France ou seulement ça peut être du assemblé en Île-de-France? Parce que ce n'est pas exactement la même chose. Non, là, on est sur du produit en Île-de-France. On a du lait francilien. En fait, donc, l'Île-de-France, c'est une terre céréalière, mais on aide beaucoup nos agriculteurs depuis maintenant 5 ans avec Valérie Pécresse à se diversifier pour répondre à la demande des consommateurs. Ils veulent évidemment des fruits, des légumes, donc du maraîchage, de l'élevage, du lait, etc. Donc là, nous, on finance des ateliers de transformation. Et donc, c'est vraiment du produit et transformé en Île-de-France. Est-ce qu'il y a des filières qui ont besoin d'être particulièrement aidées en ce moment, les filières agricoles? Alors, je pense que l'élevage, notamment, on en a beaucoup parlé récemment, il faut qu'on pousse. C'est pas l'ADN de l'Île-de-France, mais pour éviter un produit de faire des allers-retours énormes et donc avoir un impact carbone démesuré, produire en Île-de-France est important. Puis il y a aussi des produits, alors pas directement à la consommation, mais des produits biosourcés, par exemple le chanvre, le bois, tout ça qu'on veut effectivement pousser. Et après, il y a les JO qui arrivent dans notre région. Et donc, on peut se dire qu'il y a des produits avec des valeurs nutritionnelles adéquates pour les athlètes qui peuvent être poussés en ce moment. Par exemple, il y a aussi toutes les protéines végétales dont on parle beaucoup et qu'on veut développer d'ici 2024. Ouais, donc, il y a cet objectif aussi, promotion d'une alimentation durable. Ça passe par moins de gaspillage aussi. Qu'est-ce que vous mettez en place pour ça? Alors nous, on est en soutien des acteurs. Donc par exemple, toute entreprise qui se met à travailler sur cette thématique du gaspillage alimentaire, qui va récupérer les déchets des restaurants quand ils sont ouverts, etc., des lycées, on finance. On a par exemple financé une entreprise en Seine-Saint-Denis qui va récolter tous les déchets alimentaires et faire de la méthanisation avec. Donc créer de l'énergie. Donc ça, on va financer. On se fixe aussi des objectifs sur les lycées, puisqu'on est en charge des lycées. Donc 100% des lycées aient mis en place des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc voilà, on est en soutien financier et puis de mise en relation toujours, mettre en relation les lycées et des start-up peut-être qui travaillent sur ces sujets-là. Vous avez vu le succès du documentaire Nous Paysans qui a été diffusé sur France 2 mardi soir, 5 millions de téléspectateurs. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je trouve ça formidable, surtout que c'est en ce moment qu'il y aurait dû avoir le salon de l'agriculture. Donc on sait qu'il y a cet amour des Français pour leur agriculture, les agriculteurs. Parfois, il y a de l'incompréhension. Il y a aussi des oppositions, des sujets. Et donc, voilà, nous, on pense que pour réconcilier parfois les urbains, notamment en Île-de-France, avec les agriculteurs, il faut que ces deux mondes se connaissent mieux. Et on pense que l'assiette est le meilleur moyen de les réconcilier. Donc, c'est pour ça qu'on travaille là-dessus plus particulièrement. Est-ce qu'il y a des pépites à faire connaître? Parce que vous disiez il faut faire connaître le produit en Île-de-France. Il y a un logo qui existe, une marque qui existe depuis 3 ans. Est-ce qu'il y a des pépites, des agriculteurs, des producteurs que vous allez mettre en avant? Bien sûr, il y en a énormément. Donc, il y en a beaucoup qui sont adhérents à la marque Produits en Île-de-France. Je pense à une jeune éleveuse en Seine-et-Marne de bovins en Île-de-France. Je pense à 3 fermes dans les Yvelines qui produisent du lait franciliens, mais qui ont du mal, par exemple, à mettre ces produits dans les grandes surfaces, puisque c'est plus facile pour un Candia, par exemple, de se mettre en tête de gondole et
on veut aussi travailler avec la distribution, la grande distribution, pour qu'elle mette davantage en avant ces produits franciliens. Ça, c'est essentiel, sinon on n'y arrivera pas. Dernière petite question d'actualité, la polémique sur les menus sans viande à Lyon pour les lycéens, les collégiens. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que nos éleveurs n'ont pas besoin d'un coup de massue supplémentaire sur la tête. Je pense qu'il faut laisser le libre choix imposé. N'est jamais la solution. Même en temps de Covid, parce que c'est vrai que la logique, c'est simplifier les flux des élèves, donc ne proposer qu'un seul repas. Alors, il n'y aurait qu'une ville en France qui n'y arriverait pas. Enfin, j'ai du mal à comprendre. Donc, je pense qu'il faut laisser un choix. Nous, par exemple, dans le plan régional alimentation, on prévoit de proposer un choix aux lycéens, le choix d'un repas végétarien, mais c'est un choix, c'est une option, ce n'est pas une contrainte. Et ça, je pense que c'est dans notre ADN, la liberté. Et donc, par ailleurs, accompagner les éleveurs à proposer des produits les plus en adéquation avec ce que veulent les consommateurs. Merci Alexandra Dublanche, à bientôt sur Bismart. Vous auriez pu rester pour participer à notre débat suivant, puisqu'on va parler du retour évoqué de l'écotaxe. L'écotaxe sur les poids lourds, elle avait déclenché la colère des bonnets rouges en 2013 avant d'être abandonnée après plusieurs mois de manifestations. Elle refait surface dans la loi climat et résilience et dans un projet porté par plusieurs élus de l'Essonne, dont son président François Durovray, qui est membre du parti LR Les Républicains et qui est avec nous en visioconférence. Bonjour Monsieur Durovray, bienvenue, est-ce que vous m'entendez bien ? Je vous entends parfaitement bien. Bon, vous m'entendez, c'est parfait. J'accueille également Pauline Martin, bonjour. Bonjour. Bienvenue, déléguée régionale Île-de-France de la Fédération nationale des transporteurs routiers. François Durovray, cette idée, cette proposition de revenir à une écotaxe en Île-de-France et à une écotaxe poids lourd, elle fait partie d'un projet global. Pourquoi vous le faites ressortir des tiroirs alors qu'on sait ce que ça a provoqué il y a quelques années ? Alors, d'abord, je suis l'auteur avec d'autres parlementaires de toute sensibilité d'un rapport qui fait un constat qui est celui qu'il est très difficile de se déplacer en grande couronne francilienne et qui essaie d'avancer un certain nombre de solutions, et notamment la création de voies de bus express le long des autoroutes. Et nous avons bien conscience que ces solutions exigent des financements et pour être crédibles, nous avons évoqué un certain nombre de pistes de financement, dont l'écotaxe qui, comme vous l'indiquez, est apparu peut-être plus sous les feux de l'actualité compte tenu de la proposition du gouvernement de la ressusciter. Oui, parce qu'effectivement, c'est aussi un aspect du projet de loi climat et résilience, le gouvernement laissant aux collectivités locales la possibilité de remettre en place l'écotaxe. Oui, alors c'est vrai que l'écotaxe, elle a laissé un goût amer à beaucoup et franchement, je pense que tout le monde doit se rendre compte que ça a été un énorme gâchis. Parce que d'abord, nous avons dû rembourser près d'1 milliard d'euros à Ecomove et qu'ensuite, les redevances qui étaient prévues au travers de cette écotaxe, aujourd'hui, ce sont tous les Français qui les paient au travers de l'augmentation qui avait été décidée par Ségolène Royal de la taxe sur le gazole. Et aujourd'hui, cette augmentation de la taxe sur le gazole, ce sont les particuliers avec leurs véhicules légers qui la payent, mais aussi les poids lourds et donc les entreprises françaises qui sont davantage taxées. En fait, il n'y a qu'un seul gagnant à la suppression de l'écotaxe, ce sont les entreprises, les poids lourds sous pavillon étrangers. Et je ne trouve pas normal que les poids lourds étrangers qui utilisent et qui abîment nos infrastructures soient les seuls à en fait être exonérés de la charge de leur entretien. Pauline Martin, est-ce qu'une taxe qui ne viserait que les poids lourds étrangers, c'est envisageable et c'est réalisable aussi ? Alors, c'est le grand débat. On sait très bien aujourd'hui que les règlements européens ne permettent pas de faire de discrimination par nationalité. Donc, je ne vois pas comment le fait de taxer uniquement les véhicules en transit, les poids lourds étrangers, peut se mettre en place. Oui, parce que c'est aussi l'argument que donne Valérie Pécresse, par exemple, qui se dit favorable à une écotaxe, mais sur les poids lourds étrangers. Vous dites que c'est pas réalisable, en fait. Nous, on dit ce que disent les règlements européens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas censé y avoir de discrimination entre les nationalités. Donc, je questionne la mise en place, en effet, de cette écotaxe. Alors, François Durovray, à quoi ça sert de proposer cette mesure si elle ne peut pas s'appliquer ? Alors si, elle peut évidemment s'appliquer. D'abord, je pense que nous sommes d'accord sur le constat, c'est que l'abandon de l'écotaxe, ça a d'abord été un cadeau pour les poids lourds étrangers et qu'aujourd'hui, ces poids lourds qui empruntent le réseau français
ne paient aucune taxe, y compris aucune taxe sur le gazole, puisque 75% d'entre eux traversent le pays sans même faire le plein sur notre territoire. Donc c'est aujourd'hui uniquement les entreprises et les particuliers français qui paient les taxes, et qui sont plus élevées dans notre pays que dans d'autres pays, pour l'entretien de la route. C'est vrai que l'écotaxe ne peut pas exonérer ou se concentrer, exonérer le pavillon français ou se concentrer sur le pavillon étranger. En revanche, chacun sait que l'écotaxe était payée pour un tiers par les poids lourds étrangers, et on pourrait parfaitement imaginer mettre un niveau d'écotaxe suffisamment élevé, affecté à l'entretien du réseau routier, et qui soit pour partie compensé pour les poids lourds français par une baisse des taxes qui leur sont imposées par ailleurs. Alors, donc ça, c'est un autre aspect de la proposition. Pauline Martin, qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est-à-dire, vous payeriez l'écotaxe, mais elle serait compensée ensuite? Enfin, quand j'entends tout ce système-là, on se pose quand même la question de l'espèce d'usine à gaz que va être la mise en place d'une écotaxe. Et la question qu'il y a derrière, c'est ça va même amener à se poser la question de la rentabilité de cette taxe. Aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de lien entre la hausse de la fiscalité et le report modal et les émissions de CO2. Ça, on le constate puisque les poids lourds sont de plus en plus imposés et il y a de plus en plus de transport de marchandises qui se fait par route. Et le deuxième aspect, il est sur le fléchage de cette taxe. On sait aujourd'hui la difficulté de flécher. Donc, on se questionne vraiment sur la mise en place et sur le côté usine à gaz de cette écotaxe. Usine à gaz, et je reprends le fléchage, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr de l'utilisation qui sera faite ensuite de l'argent récolté, c'est ça? Tout à fait. On sait la difficulté aujourd'hui de flécher. Donc, c'est des énormes questionnements. Et sur la pollution, l'argument de la pollution, parce que c'est effectivement l'une des justifications d'une écotaxe, qu'est-ce que vous répondez à cet argument? On répond qu'aujourd'hui, il n'y a pas de lien entre la taxation, le report modal donc vers du fret par exemple. Oui, parce que l'objectif, ça serait de rendre le transport routier moins rentable pour qu'il y ait une bascule vers le fret. C'est ça. Et la baisse des émissions de CO2. Il n'y a pas de lien entre ces trois éléments. En 1985, c'était 67% des marchandises qui étaient transportées par la route. Aujourd'hui, c'est 89%. Les taxes n'ont jamais été aussi élevées pour les transporteurs. En France, le TRM, c'est 6% des émissions de CO2. Donc, on n'est pas du tout les plus gros pollueurs. Et en plus, on a plutôt des transporteurs qui sont vertueux, avec un renouvellement des flottes tous les 4 ans. Et ce que nous, on demande, c'est qu'on nous accompagne dans cette transition, qu'on ait en face des points d'avitaillement, qu'on ait en face des industriels qui peuvent fournir des camions pour nous accompagner. Voilà sur l'aspect TRM et émissions de CO2. Oui, 6% des émissions de CO2, nous dit Pauline Martin. Est-ce qu'il faut taxer le transport routier? La question s'adresse à moi, j'imagine. Oui. D'abord, le rapport que j'ai remis concerne l'amélioration du réseau routier plus que les questions écologiques. Je pense néanmoins que nous partageons sur ces deux sujets, à la fois la nécessité d'avoir des routes en bon état et sécures, et sur l'objectif de réduction des émissions de CO2, le même objectif avec les fédérations routières. Et pour aller dans le sens de la représentante de la fédération, je partage l'idée, d'une part, que ces redevances doivent être affectées à la route, c'est-à-dire que ça ne peut pas aller dans le budget général, sinon il ne pourra pas y avoir d'acceptabilité sociale et économique. Et donc il faut trouver un système... On sait le faire, ça, François Durovray. On sait flécher vraiment l'utilisation d'une taxe, de l'argent récolté grâce à une taxe. Oui, il faut simplement que, alors c'est un peu technique, mais il faut que ce soit une redevance et pas une taxe. Et il faut qu'évidemment il y ait un débat au Parlement, que ce soit accepté par Bercy. Mais ça se travaille, et il faut évidemment que ce prélèvement soit affecté à la route. Et je partage également une deuxième préoccupation des transporteurs routiers, c'est que l'enjeu, c'est de faire évoluer les motorisations. J'ai eu un échange récemment avec leurs représentants. C'est vrai que c'est impressionnant de voir la rapidité avec laquelle la flotte est renouvelée, et il faut absolument qu'on mette la pression sur les fabricants de poids lourds, de la même manière que la pression a été mise sur les fabricants de véhicules légers, pour améliorer la motorisation
et réussir cette transition énergétique à laquelle nous sommes tous attachés. Pauline Martin, vous êtes dans quel état d'esprit, prête à manifester, à bloquer les routes si ce projet va au bout? Parce que vous êtes très modéré dans vos propos, mais pas du tout d'accord avec ce que nous dit François Durovray depuis le début. Je confirme que c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Je pense qu'on a vu les réactions il y a quelques années. Je ne vais pas me prononcer pour toute une profession, mais c'est certain que à un moment, on a le sentiment que le TRM, on a des gros camions, on est très visible, donc on est taxé. On fait énormément d'efforts. C'est pas du tout on a été cité comme pendant le premier confinement par la présidente de la région. On a permis l'approvisionnement. On aimerait bien un petit peu de reconnaissance et arrêter d'être surtaxé, d'autant qu'en Ile-de-France, on a en plus des taxes qui sont présentes, qui est la taxe sur la surface de stationnement, qui n'existe pas dans les autres régions. Donc une taxe, c'est pas possible. Sachant un camion, ça paye combien d'argent par an au péage en moyenne? C'est quoi? C'est 10 000 euros? C'est 20 000 euros? Alors, il y a autant de réponses qu'il y a de... Oui, j'imagine, oui. Mais il y a une moyenne. Vous n'avez pas le chiffre en moyenne. Je crois que c'est autour de 10 000 euros si j'ai bien vu si je me souviens bien de ce que j'ai vu sur le site du transport routier. Dernière question, François Durovray. Ce risque, parce qu'il y a eu les bonnets rouges, les gilets jaunes. Là aussi, je vais pas sortir une autre couleur de mon chapeau, mais bon, il y a un vrai risque social. Je pense encore une fois que tout le monde partage l'enjeu d'avoir un réseau routier en bon état et l'enjeu de réussir la transition énergétique. Simplement, il faut qu'on trouve des solutions et j'ai bien conscience que ces solutions, nous ne pourrons les trouver qu'ensemble. Simplement, il ne faut pas être sur des postures les uns les autres. Il faut être capable de travailler, de réfléchir ensemble sans menace d'aucune sorte pour essayer d'arriver à la meilleure solution permettant d'atteindre ces objectifs. On est quand même en France les rois de la taxe, il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas d'autre option qu'une taxe. Mais peut-être, nous avons évoqué quantité de pistes, il y a peut-être d'autres solutions. On aime les transporteurs routiers, on sait le rôle extrêmement important qu'ils jouent d'une façon générale en France et en Ile-de-France. Je crois que les transporteurs routiers ont également conscience que plus que les véhicules légers, ils dégradent la route parce qu'il y a un phénomène physique qui fait que le poids multiplie la dégradation des chaussées et que c'est normal qu'ils participent aussi au financement de ce réseau routier. C'est toute une économie et un système auquel il faut réfléchir. Et je crois que lorsqu'on est des élus ou des responsables de quelque nature, il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on trouve encore une fois les meilleures solutions pour relever ces défis. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, c'est Smart Ideas. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Un supermarché inversé, c'est la bonne idée du jour. Elle est signée Nicolas Sénéchaud avec nous en visioconférence. Bonjour, vous êtes le directeur général des services de Smigval Market. Comment fonctionne ce supermarché, pas comme les autres? Expliquez-nous. Écoutez, c'est simple. Imaginez un supermarché dans lequel vous apportez vos déchets, vos matériaux dont vous ne voulez plus, dans des rayons et dans lequel vous pouvez également récupérer gratuitement les objets, les matériaux dont vous avez besoin. C'est ça en fait le supermarché inversé, un endroit où vous déposez des déchets et où vous récupérez les ressources des autres. Donc tout est gratuit à condition d'arriver les mains pleines, si je vous comprends bien. Oui, c'est un peu ça et c'est redoutable puisque à peu près 1000 tonnes par an d'objets et de matériaux sont échangés entre les usagers de cet équipement. Oui, parce que c'est intéressant, vous employez le terme déchets, alors qu'en fait, on est en plein dans l'économie circulaire, c'est-à-dire que ces objets retrouvent une vie, quoi. Oui, c'est ça. Alors, des déchets, alors, en fait, les déchets des uns sont les ressources des autres, en fait, c'est ça. Et alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est exactement le sujet. En fait, quelle image on a de ce qu'on ne souhaite plus utiliser. Pour certains, c'est un déchet, pour d'autres, c'est une ressource. La valeur est très différente. Donc, ce supermarché, il a ouvert il y a 1 an dans la ville de Vert, en Gironde. Vous allez en ouvrir 3 autres dans les prochains mois et années, notamment l'année prochaine à Libourne. Qu'est-ce qu'il aura de plus, ce supermarché à Libourne? Alors, écoutez, on va compléter ce qu'on connaît dans le supermarché classique. Au-delà du supermarché inversé, on va
adosser tout un tas d'activités et d'équipements qui sont liés à l'économie circulaire, justement, et à un mode de vie zéro déchet. Il va y avoir une galerie inversée, une galerie marchande inversée, dans laquelle on pourra venir réparer, fabriquer, apprendre, se former, dans lequel on pourra venir acheter aussi des objets de seconde main. Il y aura aussi un incubateur pour créer de l'activité avec les entrepreneurs du territoire, une épicerie vrac, une maison zéro déchet, dans lequel on pourra s'immerger dans un mode de vie zéro déchet, zéro gaspillage, rentrer dans une salle de bain et comprendre comment on peut, en tout cas, avoir un mode de vie différent. Voilà, en fait, on va ajouter un certain nombre d'activités au supermarché inversé qu'on a ouvert à Vert. Et ces idées, elles sont nées de dialogue, de discussion avec les habitants de la région ? Oui, alors elles sont liées d'un dialogue, de discussion évidemment avec les usagers. Alors c'est des usagers, c'est des citoyens, c'est des consommateurs. Ils ont des casquettes différentes et c'est ça qui est intéressant justement. Et puis aussi, je vous avouerai qu'on a aussi beaucoup travaillé avec des sociologues, en tout cas des experts de l'usage pour essayer de comprendre quels étaient les leviers du changement de comportement des usagers pour qu'ils réduisent leur consommation. Mais alors, moi je vois très bien l'usage qui en est fait par les clients, mais alors votre modèle économique, il est où ? Parce que si tout est gratuit. Alors, en fait, cet équipement, il remplace les déchetteries. Vous savez, des déchetteries, c'est des équipements qu'il y a à peu près partout en France, qui acceptent les déchets, justement, des usagers. Une déchetterie au SMIC bas, c'est à peu près 500 000 euros par an sur notre territoire. Et avec 500 000 euros, on fait en fait mieux en exploitant ces supermarchés inversés. Sur ces 500 000 euros, vous avez à peu près 70%, c'est de la fiscalité locale. Et le reste, c'est du business, hein, c'est une relation professionnelle. Donc en fait, le modèle économique, c'est bien ça, c'est utiliser ce que coûte une déchetterie aujourd'hui pour exploiter un supermarché inversé, c'est le remplacer par un équipement qui est plus efficace. Parce que je répète, ça permet de réduire très fortement les déchets sur le territoire et de rendre un service aux habitants. Merci beaucoup et bravo, merci Nicolas Sénéchaud. Bon vent à vos supermarchés inversés, bon vent à Smicval Market. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur bismart.fr ou alors sur les box, c'est 9h midi, 20h30. Salut à tous.